Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette conférence de presse, puisque nous avons déposé aujourd'hui une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête parlementaire sur le scandale humain, sanitaire et écologique du chlordécone dans les Antilles françaises. Donc je vais présenter ça avec ma collègue Caroline Fiat, qui est spécialiste des questions de santé, donc qui est dans la commission des affaires sociales, et avec mon collègue Jean-Hugues Ratenon, qui est député à La Réunion. Et puis il y a aussi Daniel Obono avec moi, qui est à la délégation des Outre-mer, et Hugo Bernalicis, qui est à la commission des lois. Donc le chlordécone, vous le savez sûrement, mais c'est cet insecticide cancérogène, perturbateur endocrinien, neurotoxique et spermatologique qui a été utilisé à partir de 1972 en France, notamment et beaucoup aux Antilles, comme insecticide sur les bananeraies. Il a été autorisé jusqu'à 1990 et ce n'est pas sans y voir un parallèle avec aujourd'hui le débat que nous avons sur le glyphosate. Il a été autorisé effectivement jusqu'en 1993 puisque nous avons donné une dérogation de 3 ans aux producteurs des bananeraies pour pouvoir continuer à utiliser cet insecticide qui a été interdit aux États-Unis depuis 1976. Donc nous l'avons interdit en France 20 ans après l'interdiction aux États-Unis. Donc cette commission d'enquête, nous la déposons aujourd'hui au nom du groupe parlementaire, notamment grâce au travail de notre collègue et ami eurodéputé Younous Omarjee, qui, lors d'une conférence de presse à Paris avec des scientifiques, le collectif des victimes et l'avocat des victimes, avait pris l'engagement que nous déposions à l'Assemblée nationale cette proposition de résolution pour créer cette commission d'enquête, ce que nous faisons donc aujourd'hui, et Younous Omarjee, qui siège aussi dans la commission spéciale pesticides au Parlement européen, qui a été créée notamment par rapport au glyphosate, et dans lequel il a mené cette bataille sur le chlordécone pour un plan d'urgence aux Antilles. Donc nous voulons que cette commission d'enquête se concrétise, puisque, vous le savez aussi, Emmanuel Macron a fait un discours il y a peu aux Antilles sur cette question du chlordécone, et nous considérons dans notre groupe que les contradictions et les insuffisances de ce discours nécessitent que nous ayons une commission d'enquête, puisque ces déclarations ne sont pas à la hauteur du scandale d'État qu'est l'utilisation de cet insecticide. Il faut créer une commission d'enquête pour connaître la vérité, pour avoir la transparence et surtout pour lever l'omerta qui a été organisée autour du chlordécone, pour lutter contre la culture du mépris vis-à-vis des populations ultramarines et pour que s'arrête en France, dans notre pays, mais aussi dans l'Union européenne, s'arrête le fait que les intérêts industriels soient pris en compte de manière plus forte et priment surtout par rapport à la santé humaine, l'environnement et l'intérêt général humain. C'était bien le minimum qu'Emmanuel Macron reconnaisse que le chlordécone est un scandale environnemental. Le chlordécone pollue les sols pour 700 ans, est responsable d'un affaissement de la biodiversité, et on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans la 6e extinction de masse des espèces. Et vous avez même certains chercheurs, comme l'historien Jean-Baptiste Fressoz, qui compare la situation des Antilles françaises à celle de l'Ukraine et de la Biélorussie après Tchernobyl. Donc c'était bien la moindre des choses que d'appeler ça un scandale environnemental. Mais là où nous avons un désaccord profond, et mes collègues expliqueront les autres motivations qui nous conduisent à demander cette commission d'enquête, c'est que Emmanuel Macron explique, et là je le cite, « Tout ça, c'est le fruit d'une époque qui est désormais révolue, où il faut bien dire la conscience environnementale était moindre qu'aujourd'hui. » Mais alors Emmanuel Macron doit nous expliquer pourquoi nous avons des similitudes aussi fortes avec le débat qui nous anime sur le glyphosate aujourd'hui. Pourquoi nous continuons dans notre pays, comme le dit la sociologue Anité Bomoni, à donner des permis de tuer aux entreprises, comme on l'a fait, et aux grands industriels, comme on l'a fait sur l'amiante, comme on le fait avec les travailleurs du nucléaire aujourd'hui, comme on le fait avec le chlordécone, où tout le monde sait que c'est un produit qui est extrêmement toxique, et Caroline Fiat va en parler sur les effets sur la santé, et pourtant, au nom de la continuation économique des lobbies industriels, on continue à donner des permis de tuer à ces entreprises, et ça, ce n'est pas possible d'admettre ça. Donc, nous voulons que cesse
ces politiques d'un archaïsme extrêmement fort et qui sont irresponsables. Nous voulons que soit reconnu ce qui s'est passé aux Antilles et la responsabilité de l'État dans cette question, et c'est pourquoi nous appelons à ce que cette commission d'enquête soit créée. Donc, à mon tour désormais de vous parler du chlordécone, mais sous un autre angle qui m'est plus familier, celui de la santé. Tous les Français en métropole ne savent pas ce qu'est le chlordécone, mais quand on connaît l'histoire de ce pesticide insecticide, on ne l'oublie pas, car cette molécule ultra toxique qui fut utilisée dans les Antilles jusque dans les années 90, comme l'a dit Mathilde, a donné son nom à un scandale majeur. Ceux qui ont dû l'utiliser ou y ont été exposés en éprouvent au plus profond de leur chair les conséquences sur leur santé et sur celle de leurs proches. Nous savons aujourd'hui que même à très faible dose, le chlordécone peut avoir des effets sur la santé. C'est un perturbateur endocrinien. Il est néfaste pour la reproduction car il diminue la fertilité et augmente le risque de prématurité du fœtus. Il y a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. Il atteint également notre système nerveux, mais ce n'est hélas pas tout. La Martinique détient un triste record du monde, celui du plus haut taux de cancer de la prostate au monde, avec 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes. La prévalence du cancer de la prostate est 2 fois plus élevée et les cas 2 fois plus graves en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole. Selon une étude de l'INSERM, de l'Université de Liège et du CHU de Pointe-à-Pitre parue en 2010, il a été démontré que l'exposition au chlordécone est associée de manière significative à une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate. D'après une étude de Santé publique France dont la presse s'est faite l'écho, la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Plus personne ne conteste le désastre sanitaire causé par le chlordécone et permis par la complicité des gouvernements successifs avec les producteurs. La santé de plusieurs générations a été, dans cette affaire, sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Pourtant, Emmanuel Macron continue de parler de scandale environnemental, mais refuse de parler de scandale sanitaire. Il refuse envers et contre tous les scientifiques qu'un lien est établi entre l'exposition au chlordécone et les maladies qui affectent la population. Déjà en 1960, une étude états-unienne démontrait la toxicité du chlordécone chez la souris. Depuis, les preuves se sont multipliées. Catastrophe d'Hopewell aux États-Unis, études de l'INSERM, études de l'Agence américaine de protection environnementale et tant d'autres. Nous savons aujourd'hui que ce pesticide insecticide est un cancérogène, perturbateur endocrinien, neurotoxique et spermatotoxique. Dans ces conditions, il est intolérable que l'État et les agences régionales de santé refusent de le reconnaître. Les populations ultramarines se sentent méprisées, tandis que le chlordécone laisse une trace indélébile dans leur histoire et résonne comme une malédiction pour des centaines de milliers d'entre eux. L'histoire du chlordécone restera probablement dans les mémoires comme l'un des plus grands scandales sanitaires. Nous demandons donc au gouvernement d'Emmanuel Macron d'être à la hauteur et de prendre ses responsabilités, lever le voile sur la vérité et indemniser enfin les victimes et le minimum qui puisse être fait. Merci. Je remercie mes deux camarades. Je vais sûrement répéter quelques points, mais compte tenu de l'ampleur des dégâts et de la gravité de la situation, il est important de répéter. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi, alors même qu'il est reconnu l'aspect extrêmement dangereux de cette matière, on continue à l'utiliser dans les Outre-mer, notamment aux Antilles. Une dérogation de 3 ans est donnée, dérogation exceptionnelle est accordée par les ministres de l'Agriculture de l'époque, Jacques Chirac en premier, Henri Naillet et Jean-Pierre Soisson. Et donc, la question, compte tenu du fait que ça touche énormément de gens, d'après des experts scientifiques, il est dit aujourd'hui, après cela, que la contamination va durer plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Un rapport de l'Institut national de la recherche agronomique, publié en 2010, et retraçant l'historique du chlordécone aux Antilles, s'est étonné du fait que la France ait renouvelé justement cette homologation
du pesticide en décembre 1981. En 2014, la Cour des comptes dénonçait dans un rapport de la santé dans les Outre-mer une responsabilité de la République. Les atermoiements des administrations centrales entre la proposition d'interdiction de 1990 et la publication de cette interdiction en 1990. Des associations et la Confédération paysanne ont déposé une plainte contre X en 2006 pour mise en danger d'autrui et administration de substances nuisibles. Je voudrais aussi dire que les conclusions des enquêtes sont claires. Les décisions prises à l'époque ont privilégié l'aspect économique et social, ça a été très bien dit par ma collègue Mathilde, à l'aspect environnemental et à la santé publique. Un procès-verbal de synthèse rendu en 2016 par les enquêtes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique relève que l'entreprise Lagarigue a reconstitué un stock conséquent de chlordécone alors que le retrait d'homologation du produit lui avait déjà notifié. Or, les services de l'État ont été informés de cette importation puisque les 1560 tonnes ont été enregistrées par les douanes à leurs arrivées. Et je vais passer tous les détails, vous aurez l'occasion de lire le document. Dans ce cas, de nombreux points d'ombre demeurent. Pourquoi la France a-t-elle attendu 1990 pour interdire un pesticide qui avait déjà été classé cancérigène probable en 1979 et banni aux États-Unis dès 1976, comme ça a été dit. Pourquoi le chlordécone a-t-il bénéficié de dérogation? Je le répète, c'est extrêmement important, pendant 3 ans aux Antilles après son interdiction en métropole. Pourquoi la cartographie des zones polluées réalisée par l'État en 2010 est-elle restée confidentielle jusqu'en 2018? Quelle est la véritable ampleur des dégâts tant sur le plan sanitaire qu'environnemental au vu de la persistance du chlordécone dans les écosystèmes et du degré de contamination des populations locales? Des mesures concrètes et urgentes de pollution et de protection doivent être prises. Près de 30 ans après l'interdiction du chlordécone, les populations antillaises ont droit aujourd'hui à la reconnaissance des préjudices subis et de leur statut de victime par l'État et la société. Il convient de faire toute la lumière sur cette affaire. L'ouverture d'une enquête, comme l'a été très bien dit, l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale est donc impérative. Pour donner 2 chiffres, d'après une étude de Santé publique France, dont les résultats sont officiels présentés en octobre, mais ont été publiés par la presse, nous apprend que près de 95% des habitants de la Martinique et de 92% de la Guadeloupe sont contaminés. Cela veut dire près de 740 000 habitants. 740 000 habitants contaminés par cette affaire. Donc voilà, absence de transparence, opacité et au fond un déficit de démocratie. C'était pour le chlordécone une omerta organisée. Des intérêts industriels priment sur la prise en compte de la santé humaine et de la biodiversité, culture de l'oubli dans les Outre-mer. Pourquoi on interdit ici dans l'Hexagone et on continue dans les Outre-mer? C'est la culture du mépris qui persiste encore aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer, pas seulement aux Antilles, à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Il suffit de se rendre compte de la situation sur ces territoires. Oui, c'est un véritable scandale d'État qui a une dimension politique, une dimension scientifique, une dimension juridique et une dimension sanitaire. Voilà moi ce que je voulais dire. Face à ce scandale, il faut faire toute la lumière et le plus rapidement possible. Cette demande d'enquête parlementaire doit avoir lieu au nom du respect des populations d'outre-mer et au nom des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays. Merci.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, donc on est à votre disposition pour y répondre toutes et tous. Je vous en prie. Vous voulez faire une commission d'enquête parlementaire pour connaître ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire on sait que c'est la Garrigue, on sait que c'est Ayotte, on sait que c'est les deux ministres que vous avez cités, Nalé. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus finalement? Parce qu'on sait tout. Il faut les faire payer plutôt maintenant. Oui, mais toute la question de cette commission d'enquête, c'est aussi de proposer des mesures d'urgence, parce qu'une des choses qu'on n'a pas dit aussi dans la présentation qu'on vous a fait, c'est qu'aujourd'hui, toute souveraineté alimentaire des Antilles est mise en danger par le fait que ces sols sont pollués. Notamment, le scandale du chlordécone avait rejailli au moment où on s'était rendu compte que des produits qui avaient été cultivés dans la terre aux Antilles étaient tous empoisonnés au chlordécone. Donc la question, c'est de savoir, quelles mesures d'urgence et quel plan on peut mettre face à ça. Mais il y a quand même une deuxième chose. Il y a quand même un droit de savoir ce qui s'est passé exactement pour comprendre pourquoi un produit... Il y a quand même une catastrophe extrêmement grande aux États-Unis qui a conduit les États-Unis à faire interdire le chlordécone dès 1976, et ça a été dit. Pourquoi la France, qui l'avait interdit depuis 1972, attend 1990 pour l'interdiction officielle et 1993 pour l'interdiction en pratique, pour interdire ce produit qu'est le chlordécone? Et en fait, plus que ça même, je dirais, cette commission d'enquête, elle doit faire aussi la lumière pour savoir quels doivent être les processus démocratiques pour qu'enfin on arrête d'avoir ces types de scandales, d'empoisonner des populations entières sur plusieurs centaines d'années. Parce que cette question, quand je faisais le lien avec le glyphosate, cette question, elle ne concerne pas que le chlordécone, elle ne concerne pas que le glyphosate. Et malheureusement, si un jour on arrive vraiment à cette interdiction du glyphosate pour lequel notre groupe se bat tant, malheureusement, si c'est pour que ça soit remplacé par un autre produit dont on découvrira plus tard qu'il a d'autres effets avec en plus souvent des effets cocktails qui se combinent, alors nous n'en voulons pas. Alors la question de savoir quelle transition agricole, dans quel modèle nous continuons à aller, elle doit se poser, et c'est aussi l'objet de cette commission d'enquête, parce que sinon nous irons de scandale en scandale, et on continuera à mettre la santé des Français et des Françaises, des gens, et les intérêts économiques avant la santé des gens et avant juste les possibilités de la survie de l'espèce humaine qui sont aujourd'hui les problèmes de l'urgence écologique. Est-ce que votre groupe est disposé à mettre en œuvre son droit de tirage pour obtenir cette commission d'enquête? Mais sur la question du droit de tirage, ça fait partie des décisions qu'on doit prendre puisque on va déposer des propositions. Il nous semblait, par contre, et c'est en lien parce que je voulais rajouter un élément sur pourquoi faire une commission d'enquête alors qu'on sait et que le président de la République y compris s'est exprimé. Mais justement, c'est un discours à un moment donné. Pour nous, il nous semble que la représentation nationale doit aussi faire œuvre de reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, symboliquement, mais les symboles politiques sont forts, il faut que ce soit l'Assemblée nationale aussi qui prenne toute la connaissance, parce qu'il y a eu des rapports, des scientifiques, etc. Mais tout ça, c'est fait, y compris parce qu'il y a eu du travail de lanceurs et lanceuses d'alerte, et souvent contre, et pas souvent avec la bienveillance ou des administrations ou des politiques. Et donc aujourd'hui, y compris pour aller dans le sens de ce que disait monsieur le président Macron, il faut que ce soit l'ensemble de la représentation nationale qui puisse assumer ce bilan et en tirer les conclusions. Et ça répond aussi à votre question. Pour nous, ce n'est pas une question de la France insoumise, même si, on l'a dit, notre collègue Younous Omarjee travaille sur ce dossier depuis très longtemps. Moi-même, j'étais en Guadeloupe au printemps dernier et j'ai notamment rencontré des travailleurs du secteur agricole qui sont encore aujourd'hui en fait victimes parce qu'ils travaillent dans des conditions qui font qu'ils sont continuellement empoisonnés par ce pesticide. C'est aussi une question sociale, de justice sociale. Il faut que ces travailleurs puissent être protégés, être indemnisés. Donc c'est une question d'actualité. Mais pour nous, cela concerne effectivement toute la représentation nationale. Et puisque la
majorité, par la voix du président de la République, a fait ce premier pas. Nous voulons la pousser à aller jusqu'au bout, et du coup que ce soit quelque chose qui soit la majorité, le président de l'Assemblée nationale et le groupe majoritaire a toutes les possibilités, y compris ils ont beaucoup plus de possibilités que nous, groupe minoritaire, de pouvoir se saisir et mettre à l'ordre du jour, encore une fois, ce débat. Et je pense que ça irait y compris dans le sens des déclarations de M. Macron, qui ne devraient pas rester que des déclarations, parce que pour nous aussi, c'est un test de la sincérité de ce qui a été dit. Si on prend conscience du problème, mais on doit en assumer jusqu'au bout les répercussions, et ça veut dire effectivement saisir l'ensemble de l'Assemblée sur ces questions. Et je pense d'ailleurs, par rapport à l'expérience au sein de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui a été porté de manière transpartisane. Tous les sensibilités présentes étaient d'accord pour poser la question, notamment quand on a eu les alertes en décembre dernier, parce qu'il y a encore des décisions qui se font là-dessus. Le choix du ministre de l'Agriculture d'autoriser en fait l'augmentation des taux dans les aliments, parce que c'est aussi ça qui a relancé le débat. Donc ça, c'est un choix politique qui a été fait par ce gouvernement et cette majorité, de dire que voilà, on autorise l'augmentation des taux de produits qui sont contaminés à la vente. Donc voilà, il y a aussi une contradiction entre les discours et ce qui est fait. Et donc nous voulons aussi un peu mettre devant ses responsabilités la majorité et voilà, encore une fois, assumer collectivement en tant qu'Assemblée vis-à-vis de l'ensemble de la population, mais aussi de nos concitoyens, nos compatriotes des Outre-mer, le fait qu'on reconnaisse ce qui a été fait et qu'on prend les mesures concrètes, pas simplement dans les discours, pour que le tort soit réparé, que les personnes soient protégées et que cela ne se reproduise pas sur d'autres questions. Et si la balle que vous, si la main que vous tendez n'est pas saisie par la majorité, vous ferez quoi? La question reste pendante. La question du droit de tirage, c'est une question qui est compliquée pour un groupe qui est 17 parlementaires comme le nôtre, qui, comme les autres groupes d'opposition, n'ont qu'un droit de tirage par session. Donc ça, c'est une décision qu'on prendra collectivement, mais nous voulons espérer qu'on puisse faire ce travail qui fasse que, comme le disait Daniel Obono à l'instant, que de manière transpartisane, des parlementaires s'en saisissent et que cette commission puisse se faire par ce biais-là. Si on sort directement une proposition de résolution en disant on utilise notre droit de tirage, et puis voilà, à ce moment-là, on a abandonné le fait qu'on puisse la passer par un autre biais. Donc nous, le travail qu'on va faire maintenant, c'est d'aller en parler à nos collègues députés, sachant que Daniel Obono le disait sur la délégation aux Outre-mer, mais voilà, il y a des... Je pense que moi, je suis dans la commission développement durable, je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut se retrouver, peut-être pas sur les conclusions qu'on aura, mais au moins sur le fait qu'il y a nécessité d'avoir cette commission d'enquête. Juste une petite précision, quand vous disiez qu'on avait toutes les réponses, nous ne les avons pas toutes, parce qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui a été mis en place pour soigner, voire guérir les personnes que nous avons empoisonnées. Et c'est quand même un sujet relativement important. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis plus de 30 ans pour trouver des solutions, pour, pourquoi pas, faire diminuer le taux de cancer de la prostate, les fœtus mal formés, tout ce qui impacte la santé de ces gens. Comme l'a dit mon collègue Jean-Hugues, 92 et 94% des populations de 2 îles sont touchées. Nous avons empoisonné des gens. Qu'est-ce qui a été mis en place par notre système de santé pour trouver des solutions? À l'heure actuelle, j'ai peur de connaître la réponse, mais officiellement, je ne la connais pas. Et donc, c'est aussi l'importance de cette demande. Autre question? Emmanuel Macron a ouvert la voie à la reconnaissance de la maladie professionnelle pour les personnes touchées par le chlordécone, mais il a dit qu'on ne pouvait pas indemniser tous les Antillais concernés. Vous, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait décider pour cette question? Je ne sais pas ce qui n'était pas clair dans ce qu'a dit, je ne dis pas pour vous, mais pour le président de la République, dans le constat qui a été posé par mon collègue Jean-Hugues Ratenon et mes autres collègues. Quand on vous dit que 92 et 95% de la population sont touchés,
il s'agit de la population, pas juste des travailleurs. Alors bien sûr, au départ, l'usage, il est dans un cadre professionnel agricole, mais on voit bien que les effets et l'intoxication, l'empoisonnement est généralisé. Donc l'indemnisation, elle doit être généralisée. Vous allez dire que les gens qui ont été exposés à de l'amiante, c'est que ceux qui travaillaient l'amiante qui vont être indemnisés, ou aussi ceux qu'on a exposés à l'amiante parce que c'est dans le bâtiment dans lequel ils étaient alors qu'ils ne travaillaient pas l'amiante, eux, directement. On voit bien que si je pose le sujet de cette manière, vous allez me dire, bah non, M. Bernalicis, enfin, il faut indemniser tous ceux qui ont été exposés parce qu'ils n'ont rien demandé. Eh bien c'est pareil, il faut indemniser tous ceux qui ont été empoisonnés parce qu'ils n'ont rien demandé. Personne n'a dit là-bas, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais être empoisonné? Vous voyez, c'est ridicule. Donc, il faut être à la hauteur des enjeux. Alors, je comprends que peut-être potentiellement, ça représente une enveloppe financière que Emmanuel Macron n'a pas envie d'avancer. Mais à un moment donné, il faut être à la hauteur des enjeux et puis engager la réparation qui est nécessaire. À plus d'un titre, la réparation financière, c'est un des éléments, mais la réparation sanitaire, c'était dit, la réparation environnementale, et c'est tout ça qu'il faut interroger. Moi, je pense que cette proposition de résolution, elle peut être reprise, peut-être pas par la majorité du groupe de La République En Marche, voire l'intégralité, mais je pense qu'une partie substantielle de ce groupe peut s'y retrouver, que dans les autres groupes d'opposition aussi, on est capable d'avoir des passerelles, au moins de la bienveillance. Et je suis sûr qu'elle peut être mise à l'agenda rapidement et qu'on lance cette cette commission d'enquête. Juste pour compléter ce que vient de dire Hugo Bernalicis, sur la question de l'indemnisation, des réparations, etc., qui sont des sujets qui sont compliqués. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, dans son discours, je ne l'ai plus là, je l'avais quelque part, dit très clairement, on ne peut pas établir de lien, donc ça serait, il emploie ce terme-là, ça serait irresponsable de ma part de dire qu'on indemniserait les gens. C'est pour ça que parfois c'est frappant que le chlordécone revienne dans le débat en ce moment, avec cette actualité brûlante, alors qu'on vient juste de revoter pour ne pas interdire finalement, inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate. Parce que sur le glyphosate, quel est l'argument principal qu'on nous donne ? Aucune étude ne peut prouver à l'unanimité des scientifiques que le glyphosate n'est pas dangereux. Sur le glyphosate, c'est encore plus ironique si on y va, puisqu'il y a quelques mois, il y a eu les Monsanto Papers, que tout le monde a l'air d'avoir oublié dans notre pays, qui montrent que Monsanto a payé des scientifiques pour faire des études pour prouver que le glyphosate n'était pas dangereux. Donc, la question de continuer en fait à permettre à des systèmes de continuer comme ça au nom d'une non-unanimité scientifique, elle n'est pas valable. Et à partir du moment où on a imposé un système agricole qui a empoisonné l'ensemble de la population, mais qui est un système qui est organisé dans la manière dont a été fait le système agricole. Je vous parlais d'un chercheur tout à l'heure qui explique comment le fait qu'on a utilisé qu'une seule catégorie de bananes, qui est en fait la même banane en termes de gènes qu'on a utilisé partout, a organisé aussi le fait qu'on doive utiliser du chlordécone un peu partout. Donc cette question-là, oui, nous sommes obligés d'être à la mesure des responsabilités qui font qu'aujourd'hui, la population entière des Antilles est contaminée par le chlordécone. Alors après, il faut discuter, mais c'est pas possible de repartir sur les luttes comme on l'a fait sur l'amiante, où vous avez... mais comme il se passe en ce moment, vous savez que sur le nucléaire, sur lequel moi je travaille beaucoup, vous avez des travailleurs du nucléaire qui ont des expositions extrêmement fortes, plus fortes que ce qu'on pensait, là il va y avoir des révélations, qui ont des cancers de la thyroïde. Ça va être la même histoire, c'est-à-dire que ça va être la même histoire de pouvoir faire reconnaître que ces cancers sont effectivement liés à leur activité professionnelle ou à leur exposition de lieu de vie. Donc à un moment, on peut plus penser comme ça. Donc oui, il faut indemniser les gens. Oui, il faut travailler à la décontamination des sols. Oui, il faut travailler à ce que aux Antilles, on puisse avoir une agriculture où tout ce qu'on mange n'est pas avec du chlordécone dedans. Et surtout, il faut penser à la suite, c'est-à-dire ne pas répéter ça de manière incessante et arrêter de faire des systèmes qui continuent à empoisonner de manière générale l'ensemble d'une population. Parce que je prends chacun d'entre vous ici, j'aimerais bien savoir qui n'est pas contaminé au glyphosate. Eh bien, vous prenez la même chose, aux Antilles, vous avez ça avec le chlordécone. Eh bien, ça, c'est inacceptable. Il faut arrêter d'être dans un système économique qui empoisonne des gens. On dirait qu'on a utilisé du glyphosate aux Antilles. Oui, bien sûr. Non,
Non, mais ça, c'est vrai. En plus, sur les effets cocktails, c'est hyper... Une phrase pour finir. Les Outre-mer, cette France en souffrance, a besoin de cette enquête parlementaire. Merci.